Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Tout le monde peut-il se servir d'un pendule? Peut-on tout faire avec un pendule? Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. Comment pratiquer la radiesthésie? C'est le titre de l'ouvrage de mon invité de ce soir, paru aux éditions Ambre. Bernard Baudouin, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi Bernard Baudouin, pratiquez-vous vous-même le pendule? Oui, tout à fait. Encore que pratiquer le pendule, c'est peut-être pas l'expression la plus imagée, si vous voulez. Effectivement, j'utilise le pendule, oui, tout à fait. Vous vous en servez très souvent? Oui, fréquemment. C'est-à-dire, j'ai l'habitude, effectivement, d'en avoir un sur moi, et donc, bon, ce n'est pas systématique, hein, parce qu'il ne faut pas laisser tomber un excès de pratique. Ouais. Mais ça peut être très pratique, effectivement. Alors, vous avez publié ce livre, Comment pratiquer la radiesthésie, qui est un vrai b.a.-ba de la radiesthésie. Est-ce qu'on peut prévoir son avenir avec un pendule? Peut-on même choisir ses aliments? Je ne sais pas, dans le cadre d'un régime, par exemple, avec ce pendule. Peut-on retrouver des personnes disparues avec un pendule ou des objets, tout simplement? C'est ce que l'on va découvrir avec vous, Bernard Baudouin, tout au long de cette première heure des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. En ce qui concerne les témoignages, vous savez que vous pouvez me joindre, bien entendu, au 0826 300 300. Vous me laissez vos coordonnées, ainsi que votre message sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Vous pouvez également m'écrire par mail à étrange@sudradio.fr. Et enfin, j'aurais été totalement complet en vous signalant le dossier concernant les prémonitions et les rêves prémonitoires que j'ai eu le plaisir de rédiger en compagnie de Pierre Massias et qui est publié dans Le Monde des Religions, que vous trouvez en kiosque ces temps-ci, avec un très très beau dossier sur, notamment dans Le Monde des Religions, la naissance des dieux. 1 heure en compagnie de Bernard Baudouin. C'est parti. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bernard Baudouin est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour ce livre publié aux éditions Ambre, Comment pratiquer la radiesthésie. Avant de parler de ce livre en particulier, Bernard Baudouin, vous avez une production extraordinaire. Combien de livres avez-vous publié jusqu'à maintenant? En totalité, plus de 85, je crois, aujourd'hui. Oui, ce qui est énorme. Mais comment êtes-vous venu à vous intéresser à tout ce qui est paranormal, je dirais, ou un petit peu limite de la science au sens large du terme? Écoutez, en fait, moi, je m'intéresse depuis toujours à l'homme, en fait, hein, dans tout ce qu'il dans tout ce qui peut l'intéresser et dans tout ce qu'il a pu créer, découvrir. Donc, je me suis intéressé assez rapidement aux civilisations anciennes. Bon, j'ai effectivement couvert à peu près tous les grands courants spirituels. Et puis, bien évidemment, m'intéressant à la spiritualité, je suis arrivé à tout ce qui allait un petit peu au-delà du matériel, donc qui entrait dans le champ de l'esprit, dans le champ de l'immatériel. Et bon, effectivement, j'en suis aussi arrivé à m'intéresser à toutes ces pratiques qui étaient un petit peu, aujourd'hui on dirait borderline, hein, Ouais. extra religieuses, si vous voulez, bon, mais qui sont néanmoins des pratiques qui remontent à l'aube des temps. Je veux dire, bon, qui étaient les pratiques des premiers chamans ou des premiers sorciers. C'était pas, bon, les religions n'existaient pas encore, mais déjà il y avait des pratiques qui étaient très en prise avec la nature, si vous voulez, avec les éléments. Et à partir de là, bien évidemment, j'en suis arrivé à m'intéresser à ce qui faisait la vie de tous les jours de toutes ces personnes qui étaient très très liées à la nature, de la même manière que je me suis intéressé par le biais de la spiritualité à des pratiques et croyances qui allaient au-delà de la mort peut-être, et toutes ces choses. Oui. Bernard Baudouin, en tant qu'auteur, après avoir arpenté énormément de sentiers différents et aussi enrichissants les uns que les autres, j'imagine que l'on doit avoir une conception de la vie, de son avenir, de la nature ou du monde différente.
Oui, forcément, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu la chance d'aborder un grand nombre de domaines et de m'intéresser un petit peu à toutes les époques, sur tous les continents. Et c'est vrai que ma conception de l'homme, de sa courte vie, en Mm. fait, Oui. en a été forcément changée. Je veux dire que c'est certain qu'aujourd'hui, après toutes ces années, tous ces livres, j'ai une perception, une interprétation de la vie humaine bien particulière, et c'est vrai que j'attache un prix spécial à cette trajectoire. Ça m'a amené aussi bien évidemment à m'interroger sur ma propre trajectoire, Bien sûr. sur ma naissance, sur ma mort et sur ce qu'il pouvait y avoir éventuellement après aussi, ce qui m'a amené à forger aussi moi une certaine forme de croyance et de spiritualité, bien évidemment. Mhm. Bernard Baudouin, quelle est votre opinion lorsque vous observez le monde scientifique occidental et cette sorte de frilosité par rapport à tous ces sujets justement que l'on dit borderline? Bah, écoutez, je crois que il faut avoir prendre un recul par rapport à moi, ce que j'appellerais la pensée occidentale, si vous voulez. Donc, je ne mettrai pas en opposition avec la pensée orientale, hein, mais il y a quand même des différences qui sont très, très particulières. J'ai la sensation très nette, si vous voulez, que le monde occidental s'est bâti un univers qui était quand même très, très axé sur la matérialité, sur les notions de possession, de territoire, et de toutes ces choses qui tendaient à rassurer l'homme sur son identité, si vous voulez, sur le fait qu'il a besoin pour exister, d'avoir autour de lui des choses qu'il maîtrise, éventuellement des gens qu'il maîtrise aussi, Ouais. et d'avoir un rapport au concret qui est très particulier, chose qui est un peu différente dans la pensée orientale, qui est souvent effectivement moins attachée à la matérialité et plus effectivement dans une dynamique de l'esprit et allant davantage vers l'idée que l'identité de l'individu réside dans son mental plutôt que dans ses possessions. Mhm. On peut dire également que l'état d'esprit oriental ou enfin non occidental est plus capable de se mettre en danger, d'affronter l'inconnu, d'accepter l'inconnu et d'accepter que les choses soient mouvantes sans cesse. Oui, c'est-à-dire qu'il y a bon, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'une part un rapport à la nature qui est différent. Ouais. C'est-à-dire que je pense que c'est pas un hasard si effectivement toutes les grandes pratiques de chamanisme, de sorcellerie, toutes les grandes pratiques des tribales anciennes viennent en partie de l'Asie, bon, une grande partie de l'Afrique aussi, mais aussi en Ouais. Asie. Je crois que c'est pas un hasard du tout. Je pense que ça tient au fait effectivement que les grands courants spirituels les plus anciens, bon si on prend par exemple le bouddhisme qui date depuis plus de 25 siècles, effectivement se sont attachés à démontrer qu'il y avait cette notion d'impermanence, si vous voulez, de choses qui ne durent jamais, de Mhm. temps qui passe, et donc il y a une notion de conception aussi de l'espace-temps qui est très particulière et qui est tout à fait intéressante dans la mesure où, par exemple, je sais que j'ai écrit des choses sur le paranormal aussi, ou sur les capacités des individus à pressentir ou à percevoir un certain nombre de choses. Ce Ouais. qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on voit, même par exemple dans la conception ou la définition de la mort aujourd'hui, que les scientifiques les plus poussés aujourd'hui, tous les gens qui travaillent sur les mécaniques quantiques, par exemple, les choses comme ça, arrivent aujourd'hui à des interprétations, à des compréhensions qui rejoignent par certains côtés celles qui avaient été émises il y a très très longtemps par des grands sages, et c'est assez troublant. Enfin, Mhm. c'est intéressant, si vous voulez, quand des scientifiques aujourd'hui arrivent à dire, par exemple, que il se pourrait qu'une partie de notre mémoire soit stockée en dehors du cerveau. Moi, ça m'intéresse. Je trouve que c'est troublant. Je ne cherche pas à vendre l'idée, si vous voulez, mais je crois que ça doit interpeller toute personne ouverte un peu. Ouais. Bernard Baudouin, nous sommes dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et vous êtes mon invité ce soir pour votre livre donc Comment pratiquer la radiesthésie, un livre publié aux éditions Ambre. Votre premier contact avec un pendule ou la radiesthésie, ça s'est passé quand et comment? Bah, écoutez, ça s'est passé d'une manière très simple il y a un bon petit moment maintenant. Je me suis retrouvé dans une soirée avec un ami qui effectivement m'a présenté à une personne qui elle-même pratiquait. Et puis j'ai trouvé le concept
le concept intéressant, et puis je m'y suis essayé. Et puis j'ai rencontré après un vieux monsieur qui lui aussi m'a emmené, c'était dans une province française, dans son cheminement au quotidien avec cette espèce de bon sens du terroir qui faisait qu'il utilisait ça vraiment de manière toute simple mais néanmoins très efficace. Et puis bon, je me suis pris au jeu en fait, et puis j'ai j'allais dire subi une initiation. Non, j'ai reçu une sorte d'initiation, mais sans l'initiation est un grand mot peut-être. Mhm, mhm. Je m'y suis intéressé, j'ai commencé à pratiquer, je me suis entraîné, et puis quand on s'ouvre véritablement à la chose, bon, il y a des choses intéressantes qui se produisent, quoi. Oui, vous citez dans votre livre le plus célèbre radiesthésiste que l'on connaisse tous, c'est le professeur Tournesol, qui l'a utilisé à tour de bras, parce que Hergé était féru également de ces arts-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors bon, c'est vrai que c'est devenu dans une image un petit peu emblématique et qui fait beaucoup sourire les gens, d'autant plus que c'est un personnage un petit peu comique, c'est-à-dire bon qu'on situe un peu hors du temps et qu'il y a toujours des pratiques qui sont un peu décalées par rapport à l'histoire en question. Il n'empêche que son bon sens et son pendule l'aident quelquefois à orienter l'histoire de manière significative. Et c'est pas un hasard, je crois. Oui, tout à fait. Parlez-nous du père Émile, justement, puisque vous l'avez évoqué sans le nommer. Bah écoutez, le père Émile, c'était un personnage que j'ai rencontré moi comme ça au hasard d'une visite chez des amis en province et bon, c'était un peu le type du vieux campagnard dont on ne sait pas très bien quel âge il a, on ne sait pas très bien ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. Bon, on sait qu'il a eu une pratique paysanne, si vous voulez. Et puis en fait, lui, il n'avait jamais quitté sa province et toutes ces choses, hein, et simplement, il était connu dans son village et puis dans les environs comme étant une personne qui était capable de déterminer où se trouvaient des sources, de retrouver des animaux d'un troupeau qui s'était perdu, et toutes ces choses, quoi. Donc à partir de là, on a sympathisé et puis on a commencé à confronter un peu nos conceptions. C'est vrai que j'en suis arrivé à accepter et à adhérer à un certain nombre de choses qu'il me disait, qui étaient bien loin des grandes théories sur la question, hein. Je veux dire, Hmm. ils ont vraiment du bon sens. Il avait un pendule qui était rien de plus ordinaire qu'il soit, qui était en gros un morceau de bois au bout d'un fil, si vous voulez. Et Oui. puis, et même la plupart du temps, il s'en servait pas puisque il avait un peu des tremblements dans le bras quand il se passait quelque chose. Je veux dire. Donc c'était vraiment assez stupéfiant au départ. Puis après, bon, on s'habitue. Hmm. Alors, vous dites une phrase qui est intéressante, c'est pas de radiesthésie sans convention mentale. Qu'est-ce que vous entendez par là? Voilà, alors en fait, la radiesthésie, bon, c'est une des choses, moi, pour avoir un petit peu voyagé et puis effectivement aborder un certain nombre de civilisations et de pratiques, bon, c'est une des choses qui aujourd'hui m'apparaît comme une des plus simples et quasiment une des plus abordables à tout un chacun, en fait. Ça me semble aujourd'hui une simplicité quasi redoutable, à savoir que, bon, en fait, l'idée qu'on se fait d'un pendule, si vous voulez, bon, c'est l'image de quelqu'un qui a le bras plié à hauteur du coude, avec au bout de la main un petit fil avec un pendule qui est soit en métal, soit en verre, soit en ce que l'on veut au bout. Et puis il semblerait que dans l'imagerie populaire, on pense que on pose une question et le pendule répond. Ouais. En fait, c'est un petit peu comme ça que ça apparaît vu de l'extérieur. Or, il n'en est rien. Je veux dire, le pendule, ça n'est jamais que un poids au bout d'un élément qui sert à le suspendre. Ça peut être, moi je donne souvent l'exemple, ça peut être une simple bague au bout d'un cheveu. C'est ça. Ça peut être vraiment quelque chose de tout simple. Alors il est vrai que après, quand on s'y intéresse vraiment, bon, moi j'ai effectivement toute une gamme de pendules, dont certains qui permettent de déterminer les auras, qui permettent de faire. Bon, on peut aller très loin, si vous voulez. Certains qui permettent de mettre des témoins à l'intérieur du pendule pour faire des recherches bien spécifiques, ou des choses comme ça. Mais la convention mentale, c'est tout simple, si vous voulez. En fait, il faut savoir que tout ce qui existe dans notre monde, en fait, émet des vibrations. C'est-à-dire que bon, tout ce qui nous entoure n'est fait que d'atomes avec bon, c'est de l'énergie avec comment dire une formulation différente, c'est-à-dire que ce soit l'air, que ce soit du gazeux, du liquide ou du matériel, c'est toujours de l'énergie avec une formulation différente. Et en fait, on retrouve à la source toujours des atomes avec un noyau de protons, des neutrons, des électrons et tout ça. Et en fait, tout ça, ça vibre, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en mouvement sans arrêt. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui existe émet des vibrations. On voit par exemple quand on s'intéresse
aux ondes de forme, on voit que n'importe quel objet qu'on a chez nous, n'importe quel meuble, au-delà de sa forme physique, il y a un champ vibratoire, c'est-à-dire que par exemple une table à 20 ou 25 cm de la table, on commence à sentir le champ vibratoire. C'est une chose par exemple que permet de déterminer un pendule. Et donc la convention mentale, en fait, ça vient du fait que quand on veut chercher quelque chose, imaginez par exemple que vous perdiez votre montre et que vous recherchiez votre montre, bon, il faut que il y a un objet à chercher et vous avez dans la tête la notion très précise de l'objet que vous voulez chercher. Et là, il y a un phénomène très particulier qui se produit, qui est un phénomène de résonance. Il faut savoir que quand effectivement on pense à quelque chose de manière très précise et de manière très intense, on émet une forme de vibration, si vous voulez, et cette vibration-là va entrer en communication avec la vibration émise par l'objet, véritablement. Et là, c'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance. Et à partir de là, quand ce contact-là se fait, après, il faut savoir comment on va intellectualiser ça. Or, il se trouve que ce contact-là, c'est une chose qui est un petit peu animale, si vous voulez. C'est-à-dire que il faut savoir qu'on est des animaux un petit peu élaborés, sans vouloir vulgariser la chose. Oui. Et en fait, donc on a des capacités de perception, de réception, on est des émetteurs-récepteurs comme n'importe quels animaux, si vous voulez. Et à partir de là, il faut savoir comment on va interpréter cette chose. Or, c'est tellement sensible, c'est tellement minuscule, si vous voulez, que ça ne peut pas passer par l'intellect. On n'a pas de décryptage, on n'a pas appris ça, si vous voulez. Et donc, simplement, la convention mentale va nous servir à déterminer comment on va vouloir que le pendule réponde. C'est-à-dire que le pendule, en fait, ça n'est que les comment dire là, c'est l'élément de ce message que l'on reçoit. C'est le traducteur, si vous voulez, de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est récepteur. Et à partir de là, la convention mentale, c'est de se dire, par exemple, quand je vais être en communication, quand je vais entrer en contact avec cet élément, eh bien finalement le pendule va tourner à droite. Si je suis pas dans la bonne direction, le pendule va tourner à gauche. D'accord. Et à partir de là, simplement, une question toute simple, oui ou non, on va arriver à déterminer, à avancer dans la localisation. Alors après, une fois qu'on a cette première réponse, on affine en posant une deuxième question, et ainsi de suite. Bien. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, nous parlons de radiesthésie. Ce soir, une pause, et on se retrouve toujours avec mon invité Bernard Baudouin, qui vient de publier aux éditions Ambre Comment pratiquer la radiesthésie. Bernard Baudouin, on verra avec vous comment parler et comment comprendre le pendule, si j'ose m'exprimer ainsi. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy, sur Sud Radio. Bernard Baudouin et son livre Comment pratiquer la radiesthésie durant cette première heure dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, un livre publié aux éditions Ambre. Bernard Baudouin, parlons le pendule. Le pendule a un langage, donc comment l'apprivoiser déjà les premiers temps pour bien comprendre ce qu'il va nous dire, ou plutôt ce que notre inconscient nous dit à nous à travers le pendule. Voilà, tout à fait, oui, parce que je crois qu'il faut être très précis. Le pendule n'est pas vivant par lui-même, quoi. Voilà, tout à fait. Le pendule ne peut pas parler. Je ne voudrais pas entrer en contradiction avec ce que vous avez dit, mais je veux dire, le pendule ne peut pas parler. Il faut bien être conscient que c'est pas comme si on posait la question à quelqu'un qui répond. Le pendule n'est que l'extrapolation, si vous voulez, de ce que nous on va percevoir au niveau le plus intime, si vous voulez. De la même manière, d'ailleurs, les très grands radiesthésistes n'ont même pas besoin de pendule. C'est-à-dire que on entre dans un champ dans un état de perception, dans un état de conscience, si vous voulez, qui fait qui, poussé à son extrême, peut aller jusqu'à certains phénomènes de voyance ou des choses comme ça, où les gens simplement voient les choses. Il y a des gens qui vont avoir des visions, qui vont percevoir, des gens par exemple qui vont rechercher des personnes disparues ou des animaux disparus ou des choses comme ça, avoir des flashs ou des choses comme ça. Bon, poussé à l'extrême, on peut aller jusque-là. Bon, là, le pendule, l'utilisation du pendule au niveau le plus basique, si vous voulez, c'est quelque chose c'est un outil simplement qui nous permet de traduire ce que l'on perçoit au plus profond de nous et nous donne des éléments pour avancer et pour trouver des solutions les plus simples, quoi. C'est un amplificateur, en fait. Voilà, tout à fait. C'est un amplificateur et ça permet, quand on a une bonne convention mentale, d'avoir des choses très précises. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, et pas forcément uniquement pour des choses très spirituelles, tout ça.
sans pour autant entrer dans des... Bon, je veux dire, c'est-à-dire que quand je dis que le pendule ne peut pas parler, c'est-à-dire que le pendule ne va pas vous dire qui vous étiez il y a 3 existences de ça, ou ce que vous allez faire dans 3 ans à telle heure. Hein. Je veux dire, soyons clairs, c'est quelque chose, c'est toujours par rapport à des choses éminemment concrètes, si vous voulez. Hein. Ouais. Alors après, on peut avoir une utilisation dans le temps et l'espace, mais c'est autre chose. Quoi. Alors, dites-nous, pour apprendre à parler le pendule, pour établir cette convention mentale, comme vous l'appelez, quels sont les premiers exercices de base pour commencer à se mettre au pendule? Après, on parlera du côté un petit peu scientifique. Vous avez creusé dans ce sens-là. Quelles sont les différentes hypothèses en présence? Comment est-ce que les chercheurs donnent des réponses, ou dans quelle direction vont-ils pour expliquer le phénomène du pendule? Mais d'abord, pour commencer, comment choisit-on son propre pendule et comment commence-t-on à s'apprivoiser l'un l'autre? Bah écoutez, je pense qu'au départ, il ne sert à rien d'aller chercher un pendule très spécifique ou très sophistiqué, ou de vouloir absolument avoir une copie d'un pendule égyptien trouvé dans un sarcophage ou quelque chose comme ça. Hein. Je veux dire, ça peut être, je vous dis simplement, un fil à couture avec une bague attachée au bout, ou bien ça peut être un fil avec un bouchon. Le tout, c'est qu'il y ait un poids, qui n'est pas forcément très lourd, hein, qui est un poids avec quelque chose qui soit de l'ordre une corde, quelque chose d'assez fin, qui fait une dizaine ou une quinzaine de centimètres. Hein. Je veux dire, à la limite, c'est pas le propos. Après, bon, ce qu'il faut, c'est effectivement commencer à s'exercer à percevoir ce qu'est ce poids au bout de ce fil. Donc il faut simplement prendre le pendule par le bout du fil, si vous voulez, et effectivement bien sentir le poids qu'il y a au bout de ce fil, en faisant tourner simplement d'un sens ou dans l'autre. Enfin, vous voyez, de manière à affiner un petit peu une perception qu'on a du pendule. Ensuite, moi, ce que je propose effectivement, c'est qu'on essaie d'affiner, d'aller encore plus loin. Il faut savoir que quand on pratique le pendule, normalement, la main ne doit pas bouger. Hein, parce que souvent les gens vous disent vous faites le pendule, mais c'est vous qui faites bouger le pendule, c'est vous qui le faites tourner, toutes ces choses. Bon, ça, c'est effectivement le réflexe que vont avoir les gens qui débutent en général en disant oui, j'ai posé la question, et puis ça va être oui à droite, donc ils donnent un petit coup, ils forcent un petit peu le destin, ils font tourner le pendule à droite, et bon, pour avoir une réponse qui correspond à ce qu'ils veulent entendre. Or, c'est pas ça du tout. Je crois que dans un premier temps, on peut effectivement faire tourner par exemple un pendule simplement en bougeant un tout petit peu la main vers la droite ou vers la gauche, pour sentir toujours un petit peu, comme je disais tout à l'heure, comment ça se passe. Et dans un second temps, il faut arriver à avoir la main complètement immobile, si vous voulez, et après à travailler mentalement pour que le pendule commence à tourner à droite ou qu'il commence à tourner à gauche. Oui. Là, on passe de manière à passer du mouvement volontaire à quelque chose qui soit plus réflexe, si vous voulez, hein, qui soit plus, qui soit moins physique possible. En fait. Ouais, tout à fait. Et alors, après, vous dites oui, tourner à droite, c'est une obligation? Non, ça c'est la convention mentale. Je veux dire, si quelqu'un dit oui, ça sera d'avant en arrière, et non, ça sera de droite à gauche, c'est la convention mentale de chacun. J'ai donné cet exemple, si vous voulez, parce que c'est plus courant, mais et parce qu'en général, on dit que la droite est plutôt sur le pôle positif, le gauche sur le pôle négatif, mais ça, c'est des choses de tradition ancienne, si vous voulez, bon, qui sont pas spécifiquement à respecter. La convention mentale, c'est la convention de chacun, en fait, hein, c'est la convention de chacun, et donc, quand on dit convention mentale, on instaure soi-même un code, si vous voulez. D'accord. Mais par exemple, pour savoir comment notre pendule va dire oui, est-ce qu'il faut dans sa tête se poser une question je porte un jean, par exemple, je dis je porte un jean, oui ou non? Et alors je vois la réaction du pendule, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question de dire le problème c'est ça, c'est une fausse question, parce que vous savez déjà ce que vous portez. Exactement. Vous avez appuyé sur la réponse. Non, il faut simplement se dire, effectivement, bon, je vais poser une question, si c'est oui, ça tournera à droite, si c'est non, ça tournera à gauche. Voilà, d'accord. Et surtout, à partir de là, ce qui fait partie de la convention mentale, c'est surtout de rester totalement neutre quant à la réponse à venir. Il est bien évident que si vous commencez à vous impliquer, vous, dans la réponse, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt. Je veux dire que si c'est pour entendre la réponse que vous voulez entendre,
ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, dispensez-vous de ça, vous gagnerez du temps, de l'énergie, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, vous voyez, Ouais. Donc il faut vraiment faire le vide, oui, s'oublier, quoi. voilà, même, c'est pour ça qu'il est toujours difficile, effectivement, par exemple, de faire des recherches. Par exemple, quand on fait des recherches sur les maladies ou des choses comme ça, avec des gens qui nous sont proches, ou alors il faut avoir une grande pratique, parce qu'il faut vraiment être le bon radiesthésiste, c'est quelqu'un qui est d'une neutralité totale. Je veux dire, même quand on est impliqué dans la réponse. C'est-à-dire qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Pour faire intervenir effectivement la perception inconsciente qu'on a des choses, pour faire appel justement à ce décryptage de notre inconscient, si vous voulez, hein, et je veux dire, ça n'a d'intérêt que si effectivement on joue le jeu. Sinon, on fausse forcément la réponse. Ouais. Et on verra après, à travers cette interview, jusqu'où on peut aller en utilisant le pendule. Mais une chose quand même, de même qu'il y a des cyclistes du dimanche et des grands cyclistes comme Anquetil, Eddy Merckx ou Bernard Hinault, je suppose que tout le monde peut pas être extraordinairement bon au pendule. C'est pas possible. Bah, après, bon, je sais pas ce que ça veut dire d'être bon. Déjà, je veux dire, bon, vous savez, il y a ceux qui ont des résultats et ceux qui n'ont pas de résultats. Je crois que ça s'arrête là. Après, c'est une question de pratique. Il est bien évident qu'il y a des gens qui vont chercher une bague qu'ils ont perdue chez eux, et puis vous avez d'autres gens qui vont aider la police à retrouver des corps de disparus. Je veux dire, donc, c'est pas... Comme Jean-Louis Crozier, par exemple, qu'on écoutera tout à l'heure, qui habite à Aubenas dans l'Ardèche. Grand monsieur, ouais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, que j'ai côtoyé à une époque, effectivement, est un grand monsieur en la matière. Je veux dire, donc, je pense pas qu'il y ait vraiment de critères. Il y a des gens qui pratiquent et des gens qui pratiquent pas. Je pense que, effectivement, plus on passe de temps, vous savez, c'est un peu comme toutes les activités. Plus on passe de temps, plus on s'intéresse, plus on est impliqué dans ce que l'on fait. Et plus on a des recherches poussées aussi, il est bien évident que quelqu'un qui va chercher à savoir si dans tel département, tel pays, il y a des minerais dans le sous-sol, il va pas avoir la même implication et la même pratique, si vous voulez, le même background que quelqu'un qui va se contenter de chercher des trucs dans son champ, quoi. Dire bon. Il y a une échelle de valeur, si vous voulez, qui fait que après, bon, il y a des gens qui pratiquent, comme vous disiez, un petit peu le dimanche comme ça de temps en temps, et puis il y a des gens qui, d'une part, font des recherches plus poussées, ou d'autre part, font des recherches systématiques. Il y a des professionnels aussi dans ce métier. Bon, il y a des gens aussi qui utilisent ça pour gagner beaucoup d'argent aussi, il faut le dire. C'est clair, et pas toujours de la manière la plus éthique qui soit. Donc vous avez toute la gamme, quoi, en fait. Oui, nous en parlerons tout à l'heure de toute cette gamme d'utilisation justement du pendule. Mais là, Bernard Baudouin, est-ce que vous avez ouvert une partie du dossier du côté de la science et ce qu'elle en dit? Bah écoutez, la science est bien évidemment frileuse. Je dis bien évidemment parce qu'en fait, si vous voulez, au niveau de la définition même de la radiesthésie, bon, effectivement, les physiciens ont tendance effectivement à se raccorder à la notion de vibration, d'onde, de rayonnement, et à partir de là, bon, eux auraient tendance effectivement à privilégier l'interprétation selon laquelle effectivement c'est un outil qui va capter une onde. Ouais. Hein, c'est-à-dire que on est entouré d'un nombre innombrable de vibrations, et donc à partir de là, bon, il y a un outil qui va servir à capter une onde. Et puis bon, eux vont s'attacher, si vous voulez, à cette notion de radiation en fait, qui elle dépend de la fréquence, de la longueur d'onde, de tout ce qui est. Bon, alors là après, on entre dans les domaines de la mécanique ondulatoire ou de la physique microvibratoire. On a tout un tas de domaines, si vous voulez, qui nous permettent d'ailleurs d'avoir des informations intéressantes sur les ondes de forme et sur toutes ces choses. Et puis vous avez d'un autre côté une autre famille qui est celle que moi j'appelle les mentalistes, qui eux pensent qu'effectivement, bon, il y a la radiesthésie, ça dépend de la pensée, spécifiquement de la pensée, c'est-à-dire que c'est simplement une sensibilisation d'esprit vers un objet, et il n'y a pas, on fait moins entrer la notion de radiation, c'est plus comment dire, toujours à partir de cette espèce de code préliminaire, si vous voulez, d'entrer en contact mentalement avec quelque chose. Bien évidemment, souvent, la plupart du temps, les pratiquants
vont un peu d'une famille à l'autre dans leur pratique de tous les jours, si vous voulez. Hein. Je veux dire, bon, on est à la fois et mental et physique. Je veux dire, comme on l'est dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, à certains cas, on va chercher, on va vers un processus de résonance. D'un autre côté, à d'autres moments, bon, effectivement, le mental intervient aussi. Donc tout ça est très imbriqué en fait. Bernard Baudouin, nous sommes dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec votre livre Comment pratiquer la radiesthésie. Je vous propose une pause et ensuite vous allez nous dire, on va rentrer un petit peu plus en détail dans tous les champs possibles d'expérimentation et d'utilisation du pendule et jusqu'où l'on peut aller. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. La radiesthésie, le pendule, peut-on s'en servir pour tout, à propos de tout? Attention de ne pas en être dépendant, c'est un risque aussi, comme être dépendant à n'importe quel autre art qui consiste à donner des réponses. Alors soyez prudents de ce côté-là. Bernard Baudouin, avec son livre Comment pratiquer la radiesthésie, est mon invité, édition Ambre, pour ne pas vous tromper. Bernard Baudouin, vous avez rencontré, j'imagine, de grands radiesthésistes, des gens qui avaient des choses absolument hallucinantes à vous raconter ou qui avaient des résultats très étonnants. On écoutera Jean-Louis Crozier tout à l'heure, qui est spécialisé dans la recherche de personnes disparues, mais vous avez dû rencontrer beaucoup de monde. Oui, mais d'ailleurs Jean-Louis Crozier en fait partie. Bien sûr. Oui, il est certain qu'on rencontre des gens qui sont fascinants. Et qui sont fascinants, et je parlais tout à l'heure de la notion éthique, si vous voulez, hein, qui est bien évidemment aussi, dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, comme par hasard, les gens les plus pointus, les plus performants, les plus spectaculaires quant à leurs résultats sont souvent les plus simples, les plus humbles, et ceux dont on parle le moins, hein, quelque part, fort curieusement d'ailleurs. Enfin, je dis curieusement, je plaisante, mais parce que comme par hasard, effectivement, tous ceux qui sont des très grands sont pas forcément les gens qui vont faire étal de leur savoir, ni qui vont être les plus coûteux au niveau des prix. Hein, je veux dire, c'est toujours un petit peu la même chose. Non, bien évidemment, j'ai rencontré des gens qui avaient trouvé des sources, qui avaient trouvé des mines, qui avaient retrouvé des gens. Hein, je veux dire, comme Jean-Louis Crozier. Travaille régulièrement avec la gendarmerie. Donc il y a vraiment là aussi toute la gamme. Il y a des gens qu'on vient voir de l'autre bout du monde pour les interroger sur effectivement quelque chose qui a disparu ou quelque chose qu'on est en recherche ou un proche de la famille qui n'a pas donné signe de vie depuis un certain temps. Vous voyez, donc il y a vraiment toute la possibilité. Il y a beaucoup de gens qui font des recherches aussi sur la médecine, hein, je veux dire, sur les maladies, on pourra peut-être parler de l'utilisation des témoins, par exemple. Oui, justement, j'allais y venir, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui sont bon. Alors c'est vrai que très souvent, si vous voulez, on parle en priorité des recherches de choses qui sont enfouies. Hein. C'est vrai que l'image d'Épinal, c'est le sourcier, c'est la personne qui cherche de l'eau, ou c'est la personne qui va chercher quelque chose qui est enfoui dans la terre, mais ça dépasse très largement cette utilisation, puisque ça peut aller vraiment dans tous les domaines de la vie. Alors, parlez-nous justement, puisque vous l'avez cité, et je voulais l'aborder avec vous, des témoins. D'abord, de quoi s'agit-il et à quoi cela sert-il? Écoutez, un témoin, c'est quelque chose qui va avoir la même résonance que la chose que l'on cherche, si vous voulez. Imaginez par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure, que vous perdiez votre montre quelque part. Donc pour vous retrouver votre montre, on va avoir plusieurs possibilités. Soit effectivement, vous n'avez aucune trace de votre montre et vous allez m'en parler, et donc c'est l'image que je vais m'en faire, si vous voulez. Et à partir de là, je vais essayer d'en trouver quelque chose qui a la même vibration ou s'approchant le plus possible de ce que vous avez perdu, de votre objet, si vous voulez. Ou bien effectivement, vous allez par exemple avoir une photo de votre montre. Auquel cas, à ce moment-là, je vais effectivement, ça va me servir de témoin, si vous voulez, pour m'accrocher mentalement sur cette photo et du coup avoir une résonance plus précise, beaucoup plus précise, instaurer une résonance beaucoup plus précise avec l'objet en question. D'accord, je vois bien, oui, d'accord. Mais ça pourra être aussi le fait d'écrire sur un morceau de papier montre de telle personne, si vous voulez, qui va me servir de témoin parce que
mentalement, je vais faire l'accrochage entre ce que je sais de vous, entre cet objet, entre ce que j'ai écrit, ce qui me permet d'avoir une focalisation d'énergie, si vous voulez, qui entrera en résonance avec l'objet en question. Je vous suis jusque-là, oui, tout à fait. Alors, bon, ça c'est pour une recherche d'objets. Mais par exemple, on va pouvoir avoir, il existe des témoins, des mallettes de témoins, par exemple pour la maladie, mais il en existe aussi pour je sais pas moi, par exemple, bon, moi j'ai des mallettes concernant effectivement un certain nombre de maladies, mais aussi sur, par exemple, toutes les plantes. Quand on fait des recherches de phytothérapie ou des choses comme ça, bon, je veux dire, ça peut être intéressant. Et donc, auquel cas, bon, ce sont des petits tubes, si vous voulez, Oui. qui sont hermétiquement clos et dans lesquels effectivement on a un exemplaire Un échantillon. ou du matériau en question, si vous voulez, Oui. et qui nous permet d'avoir là aussi d'instaurer une résonance la plus précise possible. On pourra avoir aussi des pendules qui se dévissent et dans lesquelles on met le même objet ou le même matériau, la même matière que ce que l'on recherche. Ouais. Et donc là c'est pareil, on va créer une résonance encore beaucoup plus précise, puisqu'il va y avoir une identité de vibration entre le matériau qu'on met dans le pendule et le matériau que l'on recherche. Et alors, d'une manière pratique, vous cherchez par exemple une pièce d'or que vous avez garée dans votre jardin. Oui. Alors, de manière pratique, comment procédez-vous? Expliquez-nous. Bah écoutez, déjà je suis très content parce que ça veut dire que vous ensuite, effectivement, bon, si c'est un objet qui m'est personnel, j'ai déjà une connaissance de cet objet, si vous voulez. Donc quelque part, j'ai soit ce que je vous disais tout à l'heure, une photo, soit une représentation quelconque, soit dans un coin de ma mémoire, dans un tiroir matin et bien fermé. Le souvenir de cet objet. Alors bon, c'est pas un bon exemple parce que vous avez effectivement la connaissance de l'objet et il vous appartient. Donc c'est quelqu'un d'autre qui vient vous chercher pour trouver une pièce d'or perdue dans son jardin. D'accord. Bon, bah alors à partir de ce moment-là, effectivement, je vais essayer d'avoir un certain nombre d'informations sur l'objet en question. Sur l'objet en question. Peut-être que je vais pouvoir me procurer une copie visuelle de cet objet. Il en a une deuxième, par exemple. Oui, imaginons par exemple que ce soit un louis d'or de telle année. Je peux trouver maintenant avec les capacités d'investigation qu'on a avec Internet, on peut toujours trouver des représentations ou des choses comme ça, si vous voulez. Qui va permettre effectivement d'ancrer le mental sur quelque chose de très précis. Et à partir de là, on va avoir, on me dit, bon, c'est dans tel lieu. Tel lieu, ça veut dire une superficie particulière. Ça veut dire une superficie particulière qu'il va falloir quadriller, si vous voulez. Et puis, par exemple, si c'est une maison, passer de pièce en pièce, poser la question toute simple, toute bête du départ, savoir si l'objet est dans cette pièce-là ou pas. À partir de là, on va avoir des réponses non, puis peut-être qu'on aura une réponse oui, ou peut-être qu'on n'aura que des réponses non, auquel cas on pourra se hasarder à dire que l'objet n'est pas là, qu'il n'est plus là. Mais si on a une réponse oui, après on va affiner avec d'autres réponses. Ça peut être différentes parties de la pièce, ça peut être sur quelque chose, sous quelque chose, dans quelque chose. Et donc on rétrécit, si vous voulez, au fur et à mesure, jusqu'au moment où normalement, si on a bien travaillé, on arrive à l'objet en question. Et alors, si il y a échec, parce que c'est une grosse probabilité, s'il y a échec, d'où peut venir où est-ce que le bas a blessé? Écoutez, il y a plusieurs solutions. Soit effectivement la recherche qu'on vous a demandée ne peut pas aboutir parce que la personne qui était demandeuse, si vous voulez, vous a indiqué une zone qui n'est pas la bonne. Ça peut être une chose, d'une part. D'autre part, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas fait les choses correctement ou vous êtes peut-être pas en état de fonctionner non plus, parce qu'il faut savoir que il faut pas non plus croire que c'est 100% tout le temps. Je veux dire, ça n'est pas l'être humain est quelque chose de fluctuant, de fragile, comme tout ce qui est vivant. C'est quelque chose qui est c'est très mouvant, si vous voulez. Il y a aussi cette notion de ce qu'on appelle le fading, où il y a des moments où on ne peut pas. Il y a des moments où on est simplement pas dans un état de réceptivité parce que on a l'esprit pris par des choses, ou parce qu'on est trop fatigué, ou parce que on a du stress, ou on a une période difficile. Bon, vous savez, l'individu, c'est quelque chose qui est, comme je disais, très fragile et donc qui est pas toujours à 100% de ses capacités. Donc il y a effectivement, moi je sais que personnellement, même dans mes recherches, il y a des cas où effectivement il s'est trouvé que j'avais pas de réponse. Donc à partir de là, je crois qu'il faut pas
il faut pas chercher à tourner autour du pot. Je veux dire, bon, il se peut qu'on n'ait pas de réponse, il se peut que l'objet soit pas là, il se peut qu'on n'arrive pas à cerner le problème, ça peut aussi exister. Personne n'est infaillible, il faut surtout pas croire qu'on est infaillible. Ouais. Ce sont les principales causes d'échec, ce que vous venez de nous énumérer. Oui, et puis il y a aussi le fait bien évidemment qu'on veuille d'une certaine manière influer sur la réponse, si vous voulez. Oui, Bon, ça, il y c'est a le difficile. problème d'éthique aussi dont je parlais quelque part. Bon, il y a plein de gens qui se targuent de faire alors qu'ils ne peuvent pas faire. Hmm. Et aussi, ça existe aussi. Bon, il faut le savoir. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En revanche, trouver, enfin, c'est communément admis maintenant dans nos campagnes que lorsqu'on veut faire creuser un puits, on fait venir un sourcier. Oui, tout à fait. Oui, ça, Oui, et ça ça, se fait ça un peu moins fonctionne. qu'auparavant, mais effectivement, ça peut se faire toujours. Oui, tout à fait. Surtout dans les campagnes. Oui. Ah oui, tout à fait. Alors maintenant, parlons un petit peu des utilisations du pendule que vous-même avez qualifié d'inattendues. Bah écoutez, oui, bon, on pense qu'effectivement le pendule, ça peut servir uniquement à chercher des choses de manière classique, ce dont on parlait, à savoir les objets, tout simple, tout bête. Bon, maintenant, il faut savoir aussi que on peut, avec le pendule, faire des choses qui sont pas totalement concrètes, c'est-à-dire qu'on peut partir dans des choses qui peuvent se faire à distance, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Bon, vous en parlerez probablement avec Jean-Luc Rousier. Je veux dire, bon, on peut faire des recherches sur une carte, par exemple. Bon, quand quelqu'un va rechercher une personne disparue, ou quand va, par exemple, être contacté par une grande société pour faire une recherche de minerais dans une certaine région, dans une certaine zone, ça peut tout à fait, moi c'est ce que j'appelle dans mon ouvrage le voyageur immobile, si vous voulez. Oui. À savoir que là on est dans l'univers de la téléradiesthésie, si vous voulez, où là on est dans une pratique qui est plus comment dire, hors espace et hors temps, si vous voulez. À savoir que bon là on gomme les distances, si vous voulez, et on peut quasiment à ce moment-là, c'est un peu comme si on se projetait dans un lieu donné, où on crée ses propres témoins, et à partir de là, bon, effectivement, ça ouvre le champ à des expériences qui sont tout à fait intéressantes. Oui. C'est toujours parce que j'essaie de comprendre et d'appliquer à ce que vous venez de dire, la téléradiesthésie, d'appliquer la théorie que vous avez développée, l'hypothèse que vous avez développée tout à l'heure. C'est-à-dire que on a une carte, par exemple, il faut aller chercher, je sais pas moi, du minerai d'argent au Botswana inférieur. Bien, on est tranquillement installé dans notre bureau à Toulouse, à Montpellier, ou Marseille, ou comme vous à Paris. Bien. On a la carte du Botswana inférieur, nous sommes d'accord. Alors, faut déjà une carte qui soit très détaillée, quasiment une carte militaire. Je veux dire, faut déjà quelque chose. Ah oui, il faut quelque chose très précis. Oui. D'accord. Donc une carte détaillée. Et à ce moment-là, on revient toujours à cette utilisation que vous estimez être primordiale pour vous, le témoin. C'est-à-dire avoir à ce moment-là une pépite d'or ou d'argent plutôt, parce qu'il s'agit de minerais d'argent, un bout d'argent. Du minéral, enfin de ce métal. Et là, on essaye de se mettre comment à l'intérieur de soi. On fait le vide, on essaye de. De toute façon, oui. De toute façon, on n'est plus. Je veux dire, il faut savoir que c'est que l'état dans lequel on est, si vous voulez, c'était un état de ce que j'appellerais l'abnégation totale, si vous voulez. À savoir que effectivement, on existe, entre guillemets, si vous voulez, on n'existe plus que par le biais du pendule. En fait, on est en état de réceptivité totale et on va commencer un quadrillage qui va être le plus précis possible. Alors, il est bien évident qu'il faut que ça se pratique dans des conditions optimales de silence, de calme, d'avoir du temps devant soi, et puis un état de réceptivité qui soit bon. Effectivement, quand on peut, et avec la pratique on peut le faire, faut élever un petit peu l'état de conscience, si vous voulez, pour arriver effectivement à percevoir, parce que quelquefois les mouvements du pendule vont être très très infimes. Quand vous travaillez sur une carte qui est, même si l'échelle est très élevée, si vous voulez, bon, c'est vrai que l'écart d'1 millimètre sur la carte, sur le terrain, ça peut représenter quelque chose qui est très important quand même. Et donc après, on va aller par élimination, si vous voulez. Après, on va aller par élimination. Mais effectivement, il existe des grandes compagnies qui font appel de manière indépendamment des recherches qui sont faites sur le terrain. Des gens qui sont dans les lieux fermés très loin, de la même manière, si vous voulez, que dans le domaine de la voyance, des militaires américains font travailler des gens dans des bases et font communiquer avec des statues, des sous-marins qui sont à oui, tout à fait, des expériences. Les mers, Oui, des expériences ont été menées dans ce sens, effectivement.
Est-ce fatigant? A priori, normalement ça doit pas être fatigant. Alors si vous voulez, il y a un état de concentration, si vous voulez, il y a un état de concentration qui fait que vous brûlez de l'influx, hein, vous brûlez d'énergie, bien évidemment, si vous voulez. Ouais. Mais normalement, ça doit pas être fatigant parce que si effectivement il faut que vous soyez dans le bon état de vibratoire par rapport à la cible, si vous voulez, que vous cherchez, et à partir de là, après, physiquement, il n'y a pas d'effort. Si vous voulez, hein. Il n'y a pas d'effort, c'est simplement l'état de concentration qui va faire qu'effectivement, à un moment donné, il y a une baisse d'énergie, oui, c'est sûr. Est-ce que si je vais peut-être dire une bêtise, vous allez me rattraper si c'est le cas. En ce qui concerne le minerai d'argent, qui a une certaine résonance, c'est ça? L'homme lui-même, le radiesthésiste a une certaine résonance également différente. Est-ce qu'il faut qu'ils aient tous les deux la même résonance pour que ça marche? C'est-à-dire que le radiesthésiste se met à vibrer comme vibre l'argent? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout, puisque bon, de toute façon, même la notion d'émission, la résonance, si vous voulez, c'est le contact, hein. Voilà, d'accord. C'est le contact entre les deux pôles, si vous voulez, hein. Mais je veux dire, bon, c'est l'émission vibratoire de votre côté à vous, elle vient pas de vous, elle vient du témoin, si vous voulez, hein. Elle vient du témoin, c'est-à-dire que c'est le témoin qui va émettre, ou éventuellement l'ancrage mental que vous avez sur cette notion d'argent, si vous voulez, qui va émettre la vibration. Mais c'est pas vous physiquement. Physiquement, vous avez votre état vibratoire habituel, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Oui, tout à fait, d'accord. Bernard Baudouin, nous sommes dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Dernière pause pour conclure cet entretien en explorant des sentiers peut-être un peu plus compliqués comme la radiesthésie médicale, appliquée à certains diagnostics. Là, je serais un peu plus réticent parce qu'il y a justement cette difficulté de s'oublier soi-même, donc ça me paraît un peu délicat, et appliqué également au monde des affaires. Je suppose que vous ne parlez pas sans savoir, Bernard Baudouin, vous avez dû rencontrer des gens qui employaient le pendule dans le cadre des affaires. Vous allez me répondre à toutes ces questions dans quelques instants. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec le pendule au bout des doigts depuis presque une heure maintenant en compagnie de Bernard Baudouin qui est auteur, qui vient de publier un livre aux éditions Ambre intitulé Comment pratiquer la radiesthésie, et dans quelques minutes l'interview de Jean-Louis Crozier qui habite dans l'Ardèche, qui est sans doute un des plus impressionnants et un des meilleurs radiesthésistes dans le cadre de la recherche de personnes disparues. C'est quelqu'un en plus d'une humilité extraordinaire. On en parlait, vous le disiez Bernard Baudouin, les grands comme ça ont cette sorte d'humilité, de réserve qui est propre justement aux grands individus, hein. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Oui, tout à fait. Je pense que vous savez, les gens qui sont notamment, dans le cas de Jean-Louis Crozier, qui fait de la recherche, qui travaille avec la gendarmerie, qui fait de la recherche sur les gens disparus, tous les gens qui effectivement élèvent à un certain niveau leur pratique, si vous voulez, d'autant plus quand il s'agit d'apporter une aide quelque part. Après, entre une notion de spiritualité. Alors, elle n'est pas forcément liée à une pratique religieuse. Bon, quelquefois c'est le cas, mais c'est pas forcément obligatoire. Mais néanmoins, il y a une notion de respect, si vous voulez, de la même manière que on peut pas pratiquer la radiesthésie si effectivement on ne respecte pas la nature, l'environnement et toutes ces choses, et les croyances aussi dans les notions de vibration, de nature des atomes et toutes ces choses. Si on n'intègre pas tout ça, effectivement on ne peut pas travailler à un certain niveau. Et d'ailleurs ça se vérifie dans ce dont on va parler maintenant, à savoir le médical, les affaires et toutes ces choses. Alors, commençons par le médical. Je vous avoue que c'est un domaine où je suis extrêmement réticent, parce que là, ça touche de manière, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Les affaires, on perd de l'argent, ça peut être dramatique, mais peut-être pas au point d'établir un mauvais diagnostic. Alors, comment se prémunir de ces dangers? Moi, je reste. Alors, attendez, moi, je vais vous dire une chose très simple, et là, je m'implique, je vais être catégorique. Je pense qu'il faut effectivement raison garder, comme on dit, et je me garderais bien de retenir la notion de diagnostic. Je veux dire que là on parle du médical. Personnellement, ça n'engage que moi. Je ne suis pas un radiesthésiste professionnel, mais néanmoins j'ai une vision
de ce qui se fait assez précise, je pense. Ouais. Je pense qu'effectivement, il faut avoir la plus grande prudence dans ce domaine et que je ne suis pas spécialement pour le fait de poser des diagnostics par le biais de la radiesthésie. Je m'entends. Je veux dire que je ne désapprouve pas pour autant la recherche radiesthésique en matière médicale. Ce que je veux dire simplement, c'est que je conçois difficilement qu'on puisse se substituer au corps médical. On peut effectivement amener des éléments d'information qui, dans certains cas, ça se vérifie très, très, très sérieusement, peuvent amener des pistes de recherche ou des pistes de compréhension d'un certain nombre de problèmes médicaux, mais je vous rejoins dans vos doutes quand il s'agit de poser un diagnostic qui entraînerait par exemple la cessation d'un traitement médical. Ah oui, oui, là non. Tout est bien d'accord. Je veux dire, bon, ceci étant, pour faire des recherches sur l'état d'un patient dont on ne sait pas ce qu'il a ou des choses comme ça, bon, ça sont des choses qui se font depuis très très longtemps, si vous voulez. Mais à mon sens, je ne conçois pas, moi, qu'on puisse, en consultation, donner ces informations-là, déjà, d'une part, comme étant définitives, et d'autre part, comme devant se substituer à un avis médical. Nous sommes tout à fait d'accord. En revanche, vous proposez une utilisation tout à fait intéressante du pendule dans le domaine de la diététique. Oui, tout à fait. Je pense que le corps qui, après tout, on le nourrit, donc on mange des aliments, ce qui est extrêmement important, c'est ce qui nous fabrique. Le corps, de manière inconsciente, peut nous dire ce qui est bon pour lui ou pas. Tout à fait. Mais vous savez, il y a la capacité, par exemple, avec le pendule, de savoir si effectivement on a un certain degré de nocivité dans les aliments qu'on va manger. Je vous donne un exemple tout simple. Vous allez prendre 2 verres de vin l'un à côté de l'autre, avec un vin dont vous connaissez la source parce que c'est un petit fabricant que vous connaissez qui est pas très loin de chez vous, par un vin qui est importé d'on ne sait où, mais qui est vendu pas très cher dans une grande surface. Vous mettez un peu de ces deux vins dans 2 verres côte à côte, et vous allez voir, et si vous posez la question par le biais de votre pendule sur savoir si ce vin est totalement naturel ou pas, je serais bien étonné que vous ayez la même réponse. Vous allez voir que vous allez avoir une réponse qui va être probablement très positive pour le petit vin fait à côté de chez vous, et si ce n'est négatif, du moins neutre pour l'autre vin qui probablement aura été dilué avec pas mal de choses. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc à partir de là, vous pouvez reproduire ce processus-là sur le fait, par exemple, de faire sur le choix d'un certain nombre d'aliments, sur le fait de savoir si tel ou tel aliment va être bon pour vous dans l'état dans lequel vous êtes en ce moment, par exemple, savoir si effectivement cet aliment-là va correspondre à ce dont vous avez besoin, par exemple au niveau des minéraux. C'est-à-dire par exemple les minéraux dont on a besoin pour avoir un équilibre physiologique parfait, si vous voulez, ou le plus équilibré possible. Bon, tout ça c'est des choses effectivement que vous pouvez rechercher et vous pouvez arriver à déterminer assez précisément avec des questions toutes simples et avec une pratique de la radiesthésie tout à fait courante. Et même parce que les beaux jours commencent à arriver, évidemment, pour établir un régime amincissant, vous pensez ? Alors, le régime amincissant, on peut, pourquoi pas, établir un régime amincissant. J'aurais tendance à poser la question d'une manière différente. Je veux dire, j'aurais tendance à poser la question avec le pendule sur savoir pour quelles raisons on a un petit peu dégénéré physiquement au point d'arriver à avoir besoin d'un régime, si vous voulez. Les causes profondes, donc. Je remonterai un peu plus à la source, si vous voulez, pour savoir si effectivement la cause de cette déréglementation au niveau nourriture, si vous voulez, si c'est lié au stress, si c'est lié au travail, si c'est lié au mental, si c'est lié à des excès alimentaires, si c'est lié. Vous voyez, je commencerai plutôt par là, parce que je pense que c'est plutôt là, parce que je pense que les régimes à tout crin, les régimes, bon, c'est la face visible de l'iceberg, ce n'est que de l'applicatif. Je pense que vous connaissez le processus, le régime, on fait un régime et puis dès qu'on a fini, on reprend ce qu'on a perdu. Oui, plus quelques kilos. Plus. Donc je pense que là aussi, la radiesthésie peut aider sur le fait d'aller au fond des choses, d'aller voir derrière les choses, de manière encore plus précise. Ceci étant, si on pose la question pour soi, là encore, attention, il faut avoir la capacité intellectuelle et mentale de s'abstraire totalement quant à la réponse. Très difficile. C'est de la pratique. Oui, donc faisable, mais quand même difficile. Oui, parce que dans cet exemple-là, il est bien évident que vous êtes impliqué, si vous voulez, quelque part.
Si vous pensez que vous avez une surcharge pondérale, bon bah effectivement, il serait bien étonnant que votre produit vous dise le contraire et qu'il vous dise qu'il ne faut pas faire de régime. Vous voyez Oui, ce que oui, je veux oui, dire. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bernard Baudouin, pour conclure, parlons de l'avenir, autrement dit de la radiesthésie divinatoire. Alors là, est-ce que vous pensez que n'importe qui utilise un pendule peut avoir des compétences ou des résultats concernant l'avenir, tout en sachant que n'importe qui n'est pas voyant ou a des capacités de voyance. Loin de là. C'est compliqué parce qu'en fait, si vous voulez, on a toujours pensé qu'effectivement, les gens qui faisaient de la radiesthésie, bon, étaient au départ effectivement des sorciers, des chamans et tout, Ouais. auxquels on donnait cette capacité à voyager dans le temps, dans l'espace, dans le monde autre, comme disent les chamans. Hein. Maintenant, c'est vrai que connaître le futur à partir de bases très concrètes, si vous voulez, c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué dans la mesure où c'est vrai que là, on est dans un processus de projection, si vous voulez, qui repose pas sur des bases concrètes. C'est-à-dire que tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant concernant le pendule, si vous voulez, on a toujours un aspect matériel, on a toujours quelque chose de très concret, si vous voulez, quelque part. Et là, le- on entre dans le domaine de la prémonition, si vous voulez, hein, quelque part. Ouais. Et si effectivement on s'attache par exemple à le faire pour soi-même, il faut une très 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 grande pratique pour se détacher complètement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à savoir J'imagine. que, bon, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va dans ce sens-là, il faut être prêt à entendre ou à percevoir des réponses qu'on n'a peut-être pas envie de percevoir, Mm. qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Donc là aussi, toute la gamme, il peut y avoir une gamme qui est très 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 large en fait. Hein. On est quand même sous la dépendance du passé et du présent plus que de l'avenir, si vous voulez. Et faut quand même pas oublier qu'il y a un certain nombre de grands sages dans toutes les civilisations qui disaient que le futur n'existait pas, que le passé était le passé et qu'en fait notre vie n'est qu'une suite de présents Ouais. en fait. Hein. Donc moi je serais très prudent. C'est vrai qu'on peut voyager dans le temps et entrer un petit peu, si vous voulez, gommer un peu les limites entre le passé, le présent et le futur. C'est un peu comme les gens, si vous voulez, qui vont essayer, par exemple, par le biais des pendules, d'aller et qui croient à la réincarnation, qui vont essayer d'aller voir qui ils étaient ou des choses comme ça. Je Ouais. pense qu'il faut être extrêmement prudent. Je pense qu'il faut être déjà un grand pratiquant et je pense en plus qu'il faut avoir l'humilité totale face à ce qu'on peut découvrir, si vous voulez, si tant est qu'on découvre des choses. Ouais. Il faut savoir quand même que, par exemple, il y a plein de gens qui vont faire ce genre de recherche en espérant avoir été Napoléon, Ramsès ou Alexandre le Grand ou on ne sait qui, je sais. alors qu'en fait, très probablement, si vraiment cela existe, ils ont probablement été des pauvres ouvriers comme tout le monde Des pendant paysans, les trois quarts du temps, combien de effectivement. générations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça fait partie des choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà une grande pratique et deux, une assise psychologique et mentale très forte Mm. pour pouvoir assumer si on veut aller dans ce sens-là. Ouais. Bernard Baudouin, dernière question pour conclure parce que l'heure tourne avant de retrouver Jean-Louis Crozier qui est radiesthésiste. Le pendule existe depuis fort longtemps. Hein, c'est un objet qui doit être très ancien à la base, j'imagine. Oui, tout à fait, puisqu'on a retrouvé des pendules, j'en parlais tout à l'heure, dans certains sarcophages Ouais, de ouais. l'Égypte ancienne. Hein. Mm. Et on pense au vu des études qui sont faites aujourd'hui, qu'effectivement, même en remontant plus loin, les premiers sorciers, avant même que soient créées les premières croyances, les premières religions, il y avait déjà effectivement cette notion de bâton. De bâton qui servait effectivement à chercher un petit peu les choses. On cherchait des animaux pour les tuer, on cherchait de l'eau. On a aussi trouvé des choses troublantes sur des peintures dans des grottes où on faisait effectivement où on a la sensation qu'effectivement faire de la représentation par exemple d'un taureau blessé à mort dans une grotte était quelque part une manière déjà de se mettre en relation avec la future scène de chasse, si vous voulez. Hein. Ouais. Alors ça pouvait être la précédente scène de chasse, mais ça pouvait être aussi la future scène de chasse. Donc on a un lien qui peut remonter très très loin
dans la notion de projection, dans la notion de résonance. Bernard Baudouin, merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant cette heure dans le monde de la radiesthésie. Je rappelle le titre de votre livre, Comment pratiquer la radiesthésie, aux éditions Ambre. On peut également se référer à plusieurs autres livres, notamment La magie de la superstition que vous avez publié, qui est un bon petit bouquin. J'aurai le plaisir de vous réinviter peut-être à cette occasion pour parler des superstitions et de leurs origines. Enfin, avant de vous quitter, des projets, j'imagine, d'écriture encore? Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, des choses qui vont un petit peu dans ce sens-là, puisqu'effectivement, je vais écrire très prochainement un ouvrage sur le chamanisme. Ouais. Et là aussi, il y a beaucoup à dire concernant les pratiques très très anciennes et dans lesquelles on retrouve certaines choses d'aujourd'hui en fait. Et donc, comme quoi tout est vraiment lié et qu'on a tout à apprendre effectivement des anciens plutôt qu'à tenter de les rejeter comme on fait quelquefois aujourd'hui. Merci beaucoup Bernard Baudouin, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bernard Baudouin était donc mon invité. Je vous rappelle le titre de son livre, Comment pratiquer la radiesthésie, aux éditions Ambre.